Merci d'être fidèle au programme de Chérif La Télévision partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue pour votre journal. Les pays membres du G5 Sahel au niveau ministériel ont décidé au cours d'une rencontre ce lundi à Bamako la création d'un fonds fiduciaire d'urgence destiné à lutter contre le terrorisme dans les Sahel. Kafouné Batili pour plus de précisions. Au cours d'une rencontre des pays membres du G5 Sahel au niveau ministériel à Bamako, au Mali, il a été décidé la création d'un fonds fiduciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Cette décision intervient une semaine avant une nouvelle rencontre à Paris entre États membres et pays donateurs. La décision importante des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres du G5 Sahel est la création d'un fonds fiduciaire d'urgence destiné à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Pour la gestion transparente de ce fonds, il sera doté d'un comité de soutien et d'un comité de contrôle ouvert aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. La réunion de Bamako a également permis de faire le point des contributions financières. En principe, au mois de mars prochain, la force conjointe G5 Sahel mènera des opérations militaires d'envergure sur le terrain. Et puis, fin du calvaire des populations de Bankoni, Zekene Korobougou, l'association Djigia Zia OMD vient d'inaugurer la rue pavée baptisée rue Moussa Ouattara Didjon, long de 610 mètres, un objectif de développement durable à travers un résultat correct réalisé à hauteur de 41 millions de francs CFA avec l'appui des partenaires techniques et financiers. C'était le samedi dernier, 6 janvier 2018, sous la haute présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, avec à ses côtés son homologue des mines et du pétrole, Marietou Diallo et Baba Keïta. D'une longueur de 610 mètres, le pavage de la rue baptisée Moussa Ouattara Didjon a été rendu possible grâce aux efforts de Djigia Zia OMD. Cette rue pavée contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations de Bankoni Zegene Korobougou à travers l'assainissement de leur environnement, l'évacuation intégrale des déchets solides et liquides. L'initiative de Djigia Zia OMD démontre que l'atteinte des objectifs de développement durable requiert la participation des communautés à la base. L'association a exécuté avec succès ses premières activités à travers le projet d'appui à l'amélioration du cadre de vie et de la gestion des déchets dans le secteur de Zegene Korobougou, financé par le PNUD dans le cadre des appuis accordés aux ONG et organisations communautaires à la base, par le canal du programme Amélioration de l'environnement à travers les actions communautaires. Vous le savez, le pavage n'est pas une fin en soi. Notre ambition est d'entreprendre des actions spécifiques d'assainissement au bénéfice des populations en vue d'améliorer leur cadre de vie et de contribuer à la mise en œuvre des ODD. Il s'agit également pour nous de promouvoir la culture de la protection de l'environnement et de l'assainissement et de contribuer au renforcement du partenariat entre les différents intervenants. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Keïta Aïdambo, qui a prononcé le discours solennel d'inauguration, s'est réjoui de l'initiative et s'engage à fournir du matériel d'assainissement à l'association afin de pérenniser ses actions. L'aménagement des rues par le pavage est une activité d'assainissement qui contribue positivement à l'amélioration du cadre de vie des populations. Cette action citoyenne s'inscrit en ligne droite de la politique nationale d'assainissement de notre pays et constitue l'un des axes prioritaires de notre département. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est une manifestation de la détermination des fils et des braves populations du quartier de Bankoni Zegene Korobougou qui ne cessent de fournir des efforts louables, discrets mais efficaces afin de hisser ce quartier au peloton de tête des cités les plus propres et les plus assainies où il fait bon vivre. Cet événement illustre la pierre apportée à la construction de notre édifice national par les bâtisseurs de votre quartier et par vos nombreux partenaires, sans oublier bien sûr les braves populations de Bankoni Zegene Korobougou qui ont fait des contributions en nature et en espèces, ainsi que bien sûr les donateurs individuels et anonymes. Honorables invités, mesdames et messieurs, il me revient de rappeler que notre pays reste engagé
dans la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie des populations, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Je m'engage donc ce jour à vous remettre du matériel d'assainissement pour vous permettre encore de mieux combattre l'insalubrité. Financé à hauteur de 41 millions de francs CFA par les partenaires de l'association Djigia OMD, avec la contribution de chaque chef de famille de Bankoni Zegene Korobougou, comme pour dire que le développement local ne serait possible sans l'initiative des populations locales. Avec des ambitions outrées, l'association entame dans les jours à venir un autre projet intitulé « Projet d'appui à l'amélioration du cadre de vie des populations à travers une gestion concertée et durable des eaux usées artisanales et des déchets solides ». Carré, amna tokoda anga mogoba do la mi ande me bara ina kosbe no Musa Watara di John. Merci, félicitations à John. Et puis, on continue toujours avec ce journal. Vous le savez, la vie sur la colline du savoir ressemble de nos jours à ce qu'on pourrait appeler, sans risque de se tromper, un repère de mercenaires téléguidés et acquis à la cause de certains politiciens. En témoignent les récentes violences entre factions rivales de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, le 19 décembre dernier, ayant entraîné la mort d'un étudiant. C'est le sujet auquel s'est intéressée la rédaction. Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Un étudiant tué, des blessés, c'est là le bilan des derniers affrontements qui avaient opposé des clans estudiantins à la faculté des sciences et techniques de l'université de Bamako. Le phénomène de violence en milieu universitaire et scolaire a pris des proportions de plus en plus inquiétantes. Les points de vue sur les causes de ces fléaux sont plutôt mitigés. Certains estiment que l'école malienne est prise en otage, particulièrement l'université, par des politiciens pour qui tous les moyens sont bons pourvu qu'ils atteignent leurs fins politiciennes. En réalité, s'il y a des violences dans l'espace scolaire aujourd'hui, moi je peux dire que ce n'est pas aussi les étudiants ou les membres de l'AM. Non, ce sont des individus mal intentionnés, c'est-à-dire ils viennent à l'école, c'est-à-dire ce ne sont pas des étudiants. Mais vraiment ils viennent seulement à l'école pour leur intérêt. Donc, ils essaient de même de créer, c'est-à-dire des bagarres entre les différents les étudiants. Donc vraiment en réalité, avec la politisation de l'école malienne aussi, vraiment c'est là qui pose aussi des violences dans l'espace scolaire et universitaire. Nous savons que chaque société a ses réalités par rapport à une bonne éducation. Un Malien digne du nom, moi je sais que jamais, au grand jamais, même étant le secrétaire général de l'AM, je n'oserais utiliser une arme contre mon prochain. Parce que c'est l'éducation préalable qui m'a été donnée à l'école. Les enseignants de l'époque tapaient les élèves pour qu'ils puissent comprendre. Ça veut dire, il y avait l'enseignement, il y avait l'éducation. Ça veut dire, non seulement on nous enseignait les lettres, l'alphabet et consorts, mais également on nous éduquait aussi avec tous les sens du mot. Et aujourd'hui, si nous voulons réellement que ces problèmes-là soient atténués, il faut que nous revenons à ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est un problème, un enseignant, de corriger même un élève en classe. Nous sommes tous responsables, comme je viens de le dire, mais le niveau de responsabilité diffère selon les catégories. L'étudiant est responsable, bien sûr, et souvent il est même acteur direct de cette violence. C'est sûr qu'il est aussi victime directe de cette violence, comme les enseignants aussi. Cela ne veut pas dire que l'enseignant ne peut pas être un acteur de la violence. Il faut être direct, il faut dire les choses telles quelles. L'enseignant, lorsqu'il ne fait pas correctement son travail, peut aussi être un acteur de cette violence. Mais la plus grande responsabilité, la plus haute responsabilité, se situe au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, avec l'administration, avec la police, avec le service de sécurité, avec l'armée, est à mesure de sécuriser l'espace universitaire, et le plus haut de responsabilité se situe au niveau du gouvernement. Pour d'autres, la responsabilité de ces violences répétitives qui semblent échapper au contrôle de l'administration universitaire est à situer à plusieurs niveaux, dont les pouvoirs publics. Les politiques. Les politiques, je ne dirais pas, je ne parle pas du président de la République, je ne parle pas de l'opposition, mais les politiques en général sont en train d'utiliser ces structures-là pour leurs fins politiques, soit pour se maintenir au pouvoir, soit pour la conquête du pouvoir. Les causes de cette violence sont multiples.
Les causes sont multiples et la responsabilité peut être située à plusieurs niveaux. Je commencerai d'abord parce que les causes sont liées aussi aux facteurs qui sont liés aux responsabilités. Donc quand on situe les responsabilités, je pense que ces violences sont liées à l'ignorance d'un côté, et de l'autre côté, c'est une politisation ou une instrumentalisation de l'espace universitaire par les politiques. Au passage de la police sur les lieux, des armes blanches avaient été découvertes, dont une soixantaine de machettes et des pistolets automatiques, toute chose qui a surpris plus d'un. Les solutions, vous savez, il faut quand même dire une chose, parce qu'au Mali, nous aimons beaucoup chercher la solution ou les solutions, mais nous ne sommes pas prêts à être les acteurs de la solution ou du changement. Est-ce que nous sommes prêts à être les acteurs du changement que nous souhaitons? Si nous sommes prêts à accepter ce changement, donc à avoir la solution, il faut qu'on se dise les choses très clairement. Aujourd'hui, l'espace universitaire est politisé. Il est instrumentalisé. On aime beaucoup instrumentaliser les choses au Mali. On aime instrumentaliser la religion, on aime instrumentaliser les groupes armés, on aime instrumentaliser l'université. L'université n'est pas faite pour être instrumentalisée. L'université est une matrice formatrice. Comme je l'ai dit, c'est le panthéon du savoir. Donc il faut qu'on arrête de politiser et d'instrumentaliser l'université. Il faut que la politique se retire de l'université. Il faut que l'AM soit réellement l'AM, pas un bras politique. Lorsqu'on voit par exemple des acteurs politiques donner des cadeaux à l'AM, ça pousse l'AM à se politiser. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On peut soutenir l'AM en construisant des bibliothèques. Construisez des salles d'études, des bibliothèques, des outils pour ces étudiants. Donc, les étudiants sont malheureusement souvent pris en otage, aussi bien par les politiciens que certains enseignants aussi, il faut le dire. Donc, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Autrefois appelée la colline du savoir, l'université de Bamako se caractérise aujourd'hui par l'existence des clans rivaux où l'acquisition du savoir est reléguée au second plan au profit des affinités politiciennes. Et puis, bonne nouvelle pour les populations riveraines de Caille. Après des années d'interruption, le train voyageur siffle à nouveau sur la ligne ferroviaire Bamako-Caille. La reprise de ses activités commerciales est un engagement du président de la République et fait partie du programme présidentiel et d'urgence sociale. Ce redémarrage du train voyageur Bamako-Caille est une satisfaction pour les cheminots qui étaient en chômage technique, une aubaine dans la relance de l'économie du pays et un ouf de soulagement pour la population riveraine. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain pour s'enquérir de la reprise des activités. Suivons-les au micro de Alhamidou Badini et Abdoulaye Sogodogo. Bon, actuellement, on travaille à la gare du train. On a une agence Ouessegnon. À peu près, on fait tout quoi. Ouessegnon, Monogramme. Bon, les avantages qu'on tire des activités à propos de ça, au fait, quand le train va au maximum, on peut avoir d'argent. Et ça nous arrange réellement. Bon, la reprise des chemins de fer, bon, vraiment, c'est une très bonne chose. Parce que quand nous sommes là, donc l'ambiance n'est pas comme il faut. Maintenant, avec la reprise, donc vraiment, il y a l'animation. Donc les mouvements vont reprendre. Bon, les avantages, bon, vraiment avec la reprise, donc le fait que bon, les gens font les va-et-vient à la gare ici, donc en tant que commerçant, donc il y a des achats par-ci, par-là, donc les gens auront besoin des articles, donc nous qui sommes là pour eux, donc on pourrait les vendre nos articles, quoi. Bon, pour moi, bon, le train est beaucoup plus sécurisé que les cars. D'autant plus que bon, ces derniers temps-là, avec l'insécurité, donc nous voyons que les cars sont souvent attaqués par les bandits armés. Bon, par contre, avec les trains, donc il n'est pas facile vraiment d'attaquer le train, quoi. Bon, l'arrêt du train, ça ne nous arrange pas. Depuis que le train commence à voyager, on a eu des clients. Voilà, nous aimerons que ça continue. Voilà, on ne veut pas que ça arrête, quoi. Vraiment, au démarrage des trains, ça nous rapporte beaucoup même. Bon, tout le monde se travaille. Nous, là, on est là
il y a des clients qui venaient partent tout le temps. Bon, des fois, il y a la queue même. C'est ça que nous aimerons et que ça continue. Bonne nouvelle. Alors, tout de suite, voici pour vous l'essentiel de l'actualité internationale, en bref, et en images, commenté par Ahmadou Diarra. Lors de sa campagne à la faveur des élections générales d'août dernier, le président angolais João Lourenço avait promis de lutter contre la corruption et ne se laisserait guider que par la volonté du peuple. À peine avait-il pris le pouvoir que le nouvel homme fort de Luanda avait commencé à faire le tri au niveau des instances de décision. Principale cible des proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos, avec qui il partage le parti au pouvoir, le MPLA. Le coup de grâce, João Lourenço l'a donné en limogeant Isabel dos Santos, la fille de son prédécesseur qui avait été nommée à la tête de la compagnie nationale pétrolière, la Sonangol, un an plus tôt. Plusieurs hauts gradés réputés proches du président dos Santos également, à des responsables de la communication, n'ont pas été épargnés. Le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra si besoin du 24 au 26 avril, a annoncé lundi l'autorité nationale des élections. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, a récemment déclaré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2022, laissant entendre qu'il serait candidat à sa réélection cette année. Trois personnalités ont annoncé en novembre leur intention de concourir, mais l'une d'elles est récemment revenue sur sa décision. Une autre a depuis été condamnée à de la prison et la candidature de la dernière semble incertaine à cause d'une affaire judiciaire. Le collège de l'intersyndicale de l'université publique, l'unique établissement de l'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville, a décidé de lever la grève qu'il a déclenchée le 1er septembre 2017 pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Les agents ont pu obtenir le paiement de 3 mois de salaire sur 6. Dans les différents établissements de l'université, les activités ont repris effectivement lundi 8 janvier alors que les négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale se poursuivent encore. Content de renouer avec le chemin des amphithéâtres, les étudiants demandent tout de même aux enseignants et au gouvernement de parvenir à des accords définitifs. Un homme est décédé dans la nuit de lundi à mardi en marge de heurts nocturnes en Tunisie alors que le pays est secoué depuis plusieurs jours par de nouveaux troubles sociaux alimentés par des mesures d'austérité 7 ans après sa révolution. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, 11 agents de police blessés et plusieurs bâtiments publics endommagés lors de heurts qui ont touché plusieurs villes tunisiennes dans la nuit selon le ministère de l'Intérieur. Ces incidents interviennent au moment où un mouvement de grogne sociale se fait entendre en Tunisie, notamment contre la hausse de la TVA et des contributions sociales entrées en vigueur au 1er janvier prévues dans un budget 2018 d'austérité. Page de santé avant de refermer ce journal nous parle du cancer du sein. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez les femmes. Très rarement, le cancer du sein peut toucher aussi les hommes, soit 1% des cas. On distingue plusieurs types de cancer du sein. Voyons pour plus de détails avec Tata Touré. Le cancer du sein est le développement d'une tumeur maligne aux dépens des tissus constitutifs du sein. En 2008, il y avait environ 1,38 million de nouveaux cas de cancer invasif du sein dans le monde. Avec la détection précoce et les avancées significatives dans le traitement, les taux de décès par cancer du sein sont en diminution depuis les dernières 25 années en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Cependant, le taux de décès par cancer du sein est en augmentation en Afrique. Le cas spécifique du cancer du sein, c'est un problème de santé publique parce que, à l'échelon mondial, c'est le premier cancer de la femme. Et dans nos pays, c'est le deuxième cancer de la femme après le cancer du col de l'utérus qui est le premier cancer. Qui est à risque de développer le cancer du sein? Être femme, c'est un risque. Et je disais dans la causerie que quand nous prenons 100 cas de cancer du sein dans nos pays, dans notre pays, le Mali particulièrement, 98 sont observés chez les femmes et 2 chez les hommes. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus la probabilité d'avoir le cancer est élevée. D'une situation de rareté à partir avant 30 ans,
ça devient un phénomène très fréquent après 50, 60 ans, a fortiori quand on atteint l'âge de 70 ans. Donc l'âge est un facteur de risque. Le troisième facteur de risque, c'est l'antécédent familial de cancer du sein, particulièrement la parenté de première génération. Mais là où il faut insister, c'est que dans un cas sur 3, on peut voir le cancer du sein chez un individu qui n'a aucun facteur de risque de cancer du sein. Les circonstances de découverte sont nombreuses, entre autres l'autopalpation des seins ou d'un examen systématique par le médecin lors d'une mammographie de dépistage. Le premier signe, c'est la boule qui apparaît dans le sein. Cette boule, quand on l'a, on ne doit pas paniquer, on ne doit pas dire que c'est le cancer directement. C'est seulement le médecin, après investigation et parfois après d'autres analyses supplémentaires, que peut dire ça, cette boule que vous avez, c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Mais comme nous l'avons dit au début, quand une boule apparaît chez un sujet jeune de moins de 25 ans, dans la grande majorité des cas, c'est pas un cancer. À l'opposé, pour une personne de plus de 55-60 ans, ménopausée, qui a une boule dans le sang, dans presque un cas sur 2, il s'agit d'un cancer. On peut avoir des manifestations cutanées comme une piqûre de fourmi qui donne un phénomène de peau d'orange ou parfois de l'écoulement sanglant à travers le mamelon ou un écoulement purulent. En même temps, vous pouvez avoir des boules qui apparaissent sous les selles que nous appelons les adénopathies axillaires. Ce sont des signes qui doivent faire penser au cancer sans l'affirmer. C'est seulement à l'agent de santé de faire ce diagnostic-là. Une fois qu'on a le cancer, il faut savoir que le traitement, il est difficile. Il repose sur 3 principes. C'est la chirurgie qui peut consister à enlever la boule ou à enlever tout le sang, grossièrement. C'est la chimiothérapie, c'est le fait de faire des injections dont le but est d'aller rechercher les cellules qui ont pu être envoyées dans le sang et dans d'autres organes qui sont des cellules cancéreuses, de les détruire, et aussi la radiothérapie en termes vulgaires qui consiste à brûler le cancer. Et vous voyez que quand on doit passer par toutes ces étapes, c'est un traitement qui est difficile et parfois mutilant parce qu'on va être obligé d'enlever une partie du corps de l'individu. La prévention primaire repose sur la prise en charge des facteurs de risque et la prévention pharmacologique. La prévention secondaire fait recours au dépistage du cancer du sein. Plusieurs techniques sont utilisées, par exemple l'auto-examen clinique des seins, 1 fois par mois de préférence, et c'est après les règles. Ainsi s'achève votre journal de ce mardi 9 janvier 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le même plaisir. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.